Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning dans le cadre d'une campagne de communication. Nous recevons ce matin le ministre du Budget et des Comptes Publics, Monsieur Sostène Osugu Dibangoy Mosley. C'est ça, je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Nous recevons Monsieur Sostène Osugu Dibangoy, qui est ministre du Budget et des Comptes Publics. D'accord. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler des régies financières, c'est ça? Oui, c'est Vous avez un nouveau fonctionnement que vous avez mis en place. Oui. Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes là? Parlez-nous un peu de vous. À l'époque, les Gabonais connaissaient beaucoup les ministres. Aujourd'hui, on cherche à savoir qui ils sont. Écoutez, je suis ministre depuis un an à peu près, un peu plus d'un an. D'abord trésorier payeur général de la République, de 2014 à 2019. Et ensuite, j'ai été ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et aujourd'hui ministre du budget et des comptes publics. Donc vous connaissez bien l'environnement des finances du Gabon? Oui, je suis un produit des régies financières. Donc on peut dire que vous êtes à l'initiative du Trésor. Vous êtes à l'initiative de cette réforme sur les régies financières. C'est plutôt le gouvernement qui a l'initiative. La modestie administrative. Voilà. Le gouvernement qui a l'initiative. Est-ce que cette initiative ne vient pas du bousculement des grèves dans les régies financières? Écoutez, les régies financières, vous le savez, ce sont les administrations financières en charge de la collecte des ressources intérieures. Cette collecte concerne le constat des droits. Ils constatent les droits, les créances, ils les liquident. Ils font l'action en recouvrement, ils font l'encaissement. Donc ces opérations sont faites par 4 directions générales. Le Trésor, la douane, les impôts et les hydrocarbures. C'est cela, c'est ce groupe des directions générales-là qui font l'ossature des régies financières. Et en raison des suggestions liées à leur activité, ils bénéficient depuis toujours d'une prime. Ce n'est pas la nouveauté, ils ont toujours eu la prime depuis les années 70. 74. Voilà. Les Gabonais depuis la création. Les Gabonais les ont si longtemps considérés comme étant les enfants gâtés de la République. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement le fait de leur avoir confié cette prime-là depuis l'histoire même du pays? Elle existe partout. Là où il y a l'activité de collecte, de mobilisation, dans tous les pays, il y a ces suggestions, ces spécificités particulières. Donc, nous n'avons pas mis fin à ces avantages-là. Nous voulons simplement mieux les encadrer, mieux les réglementer, mieux les sécuriser et faire en sorte que tout cela repose sur la productivité, que tout cela repose sur le rendement, que tout cela repose sur, on va dire, le résultat. Monsieur le ministre, comment aujourd'hui on mesure la productivité de quelqu'un qui a pour mission de collecter? Aujourd'hui, pour le rendement. Pour le rendement. C'est d'abord un rendement collectif. Vous savez que le budget est fait sur la base des prévisions de ces administrations. Elles viennent de ces administrations. La douane prévoit le montant annuel, même si ça fait l'objet de discussions en conférence budgétaire. Les impôts prévoient le niveau de collecte annuel et les hydrocarbures. Et enfin, ils ont le Trésor qui est le gardien de fonds et qui encaisse dans tout cela. Donc, aujourd'hui, pour mesurer leur productivité, c'est d'abord le fait de faire entrer cet argent qui a été prévu au budget de l'État et sur lequel est adossé plusieurs dépenses publiques. Nous avons un budget qui établit cette charge annuelle. Nous voulons la mensualiser. Si c'est mensualisé, c'est discuter avec eux, ces objectifs, avec les administrations fiscales, c'est discuter avec eux. Et chaque fin d'année, on fait le point. Nous voulons faire le point également mensuellement avec ces administrations pour voir si ce qui a été prévu est bien rentré pour pouvoir les récompenser. D'accord, monsieur le ministre, vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure que l'objectif n'est pas de ne plus payer la prime, mais c'est de l'organiser. De l'organiser. Voilà, pour mieux, aujourd'hui, s'il fallait l'expliquer simplement,
qu'est-ce qui va changer? Je veux dire, moi, je l'ai posé la question du rendement actuel. Les agents des régies financières nous écoutent et ils doivent être en train de se dire, est-ce que ce n'est pas une nouvelle mesure qui est mise en place pour écarter une certaine catégorie de personnes qui ne bénéficieront pas de la prime? Quand on sait que vous l'avez dit vous-même, le rendement est collectif. Dans ce cas, comment on fait pour évaluer la prime individuelle vu que le rendement est collectif? Le rendement est d'abord collectif avant d'être individuel. Il faut d'abord que collectivement, on le calcule. Et en plus, il faut voir les agents qui ont participé. Je voudrais dire qu'il y a deux ou trois raisons qui nous ont amenés à élaborer ces deux projets de décret. Le premier, c'est la sécurité. C'est leur demande. C'est la demande maintes fois exprimée par les partenaires sociaux de dire nous voulons un décret. Parce que ces primes existaient, mais sur la base, depuis 2014, sur la base des arrêtés. Des arrêtés des ministres, des arrêtés du Premier ministre. Il existe quand même un régime depuis 1974 qui... Il y avait un régime. Et comme vous le savez, en 2014, il y a le Conseil délocalisé de Franceville, il y avait une mesure du gouvernement qui supprimait les fonds communs. À l'issue de cette mesure, il a été mis la prime d'incitation à la performance. Très bien. À la suite de la suppression de la prime d'incitation à la performance, il a été mis en place un régime spécifique pour eux, pour continuer à bénéficier de ces avantages. Et ces mesures spécifiques, ces primes, depuis 2015 à peu près, étaient encadrées par des arrêtés. Les partenaires sociaux ont souhaité avoir un décret. Voilà. Donc de portée du chef de l'État pour sécuriser cela. Et aujourd'hui, ces choses faites, ils ont des décrets. Donc, au plan juridique, c'est sécurisé. Ce qui a évolué également, c'est la transparence. La transparence et la justice et l'équité. Parmi les points de revendication, il y a l'audit des fichiers, vous l'avez entendu dans de nombreuses revendications. L'audit qui a été fait mettait en exergue un certain nombre de défaillances, un certain nombre de points. Les absences, les gens qui étaient payés, ils n'étaient pas là. Il était dit qu'il y a des gens qui n'existaient même plus. Un certain nombre de dysfonctionnements. Est-ce que ça sous-entend que votre ministère ne maîtrise pas les effectifs qui lui sont affectés par la fonction publique? Si. Mais là, c'est les absences, les maladies longue durée, les gens qui n'étaient plus là. Les gens, l'absence, c'est pas payé sur la base de l'assiduité de la présence au poste. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout le combat, aussi bien pour eux que pour tous les agents de la fonction publique. C'est tout le débat aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut vérifier la présence au poste de ces agents publics. Voilà. Donc, le décret va nous permettre de mieux réguler ça. Parce que les gens vont être payés, on l'a dit, sur la base de la présence au poste, sur la base du rendement collectif et sur la base, la présence au poste, c'est déjà un premier élément d'évaluation. Vous savez que le texte de la fonction publique prévoit la notation des agents publics. Aujourd'hui, sous certaines conditions quand même. Tous les outils ne sont qu'il y ait au préalable un certain environnement qui soit fourni à l'agent. Bien sûr, c'est pour cela que nous commençons par les éléments les plus simples. Le plus simple, c'est la présence au poste. Le plus simple à vérifier avant de mettre les outils, tout ce que vous dites là, tout le dispositif, il faut commencer par le plus simple. Est-ce que tel est là? Le temps au moins au travail, la présence au poste, le temps au travail. On verra après comment on peut apprécier progressivement le temps à travailler, la productivité. Mais il faut commencer. Vous allez désormais faire l'appel? Oui, la vérification dans le poste. Tous ces agents, la présence au poste, monsieur le ministre. Tous ces agents sont répartis par direction. Ils sont répartis par service. Voilà. Y a-t-il un système de pointage électronique qui a été mis en place pour être sûr que les résultats... Le ministre a dit que les outils vont venir après. Les outils vont venir progressivement, mais on doit pouvoir, vous êtes trois ici, le chef de poste doit pouvoir pointer, savoir qui est là, qui n'est pas là. Parce que, en réalité, les états de primes partent directement des directions générales chaque jour. Ce n'est pas au ministère qu'ils sont faits. C'est les directeurs généraux qui envoient chaque mois les états de primes de leurs agents.
Donc, ils doivent pouvoir, et ces directeurs généraux ont des directions, ont des services, ont de quoi. Donc, ils doivent pouvoir, dans un premier temps, ce ne sera pas parfait, mais dans un premier temps... Même à l'époque de la PIP, monsieur le ministre, il y avait des dysfonctionnements que certains agents relevaient sur le fait que, malgré le fait qu'ils soient au travail, la tête de Mosley ne revient peut-être pas. Moi, je pense du coup, lorsque le rapport parle, je n'y suis pas. Voilà, beaucoup de subjectivité. Comment on fait face à ça? Les situations conflictuelles entre certains agents et leurs supérieurs hiérarchiques peuvent entraîner le fait qu'il y ait une notation qui ne soit pas adaptée au cadre. La subjectivité peut venir des autres critères, des critères d'autres critères de performance, de notation de la productivité. Oui. Mais il y a des cas d'absence manifeste. Un chef de centre doit le savoir. Les impôts sont répartis en centres d'impôts. Le trésor est réparti en chef de poste, en perception, en trésorerie, qui comprend 10 agents, 11 agents. Le chef de poste doit savoir, c'est lui qui est là. Et je pense qu'il faut débuter. Oui. On va le perfectionner au fur et à mesure, mais il faut débuter au moins par des cas d'absence manifeste. Y a-t-il un souci de transparence dans cette façon de gérer les primes désormais? Oui. La transparence, c'est que d'abord, les règles sont claires. Elles sont aujourd'hui nationales, même vous les connaissez, tout le monde sait. Vous faites la grève, vous n'avez pas droit aux primes, c'est clair. Et ça, ce n'est pas une invention, c'est une disposition, c'est des dispositions en vigueur. On ne fait que de les mettre en pratique. Ça existe dans le statut. Vous savez que si la grève porte sur des questions de rémunération, c'est quand même une grève légitime. Vous le savez au moins, que vous ne pouvez pas payer. Nous n'avons pas suspendu ou nous n'avons pas supprimé le droit de grève. C'est un droit fondamental. Il est reconnu, c'est des libertés fondamentales. Mais ce droit-là s'accompagne également des obligations. L'obligation de garantir le service minimum. L'obligation de négocier. L'obligation de ne pas être payé pour les jours perdus. Mais monsieur le ministre, si on prend le cas actuel, 4 mois de grève dans les régies financières, et la chose qui est venue très souvent aux avant-postes, c'est que la tutelle ne veut pas négocier. On a même vu le coordinateur des affaires présidentielles a été obligé de faire une communication dans laquelle il demandait à ce que le gouvernement puisse s'enquérir de la situation et travailler à pouvoir ramener la sérénité dans les régies. Mais 4 mois après, on est toujours au point de départ. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Je pense que ce n'est pas l'absence de négociation, mais c'est l'absence des résultats. Expliquez-nous. Depuis 2015, vous le suivez, il y a eu plusieurs textes qui ont été élaborés. Il y a eu plusieurs négociations. Je vous l'ai dit, dans mes anciennes fonctions, j'ai été directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Donc, chaque syndicat, tous ces syndicats sont affiliés à des directions générales. Il n'y a pas un syndicat qui soit inter, non. Ils reviennent des directions générales. Donc la négociation doit partir des directions générales. Elle doit partir des directions générales. Elle doit partir aller au secrétariat général. Le ministre, c'est le dernier ressort. On peut pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vos directeurs généraux sont dans la culture le dialogue doit être de la bonne gestion. Voilà, du dialogue permanent que prône le chef de l'État, par exemple. Le dialogue doit être permanent, il doit être soutenu, il doit être recherché et il doit être, on va dire, même amplifié, encadré. Aujourd'hui, il est demandé à ces directeurs généraux de faire le dialogue. Un agent ne peut pas partir de son service, même s'il est syndicaliste, pour venir directement négocier avec le ministre. C'est ce qui se passe. Un agent ne peut pas chercher directement à ne pas négocier avec le ministre et partir directement chez le Premier ministre. Des agents ne peuvent pas aller. Mais s'ils sont confrontés à des fermetures de portes, ils font comment? Comment aujourd'hui on transmet le mal-être qui peut être lié à notre exécution du travail qui nous a assigné? Il ne s'agit pas, nous sommes dans une situation particulière. On peut faire tous les textes, mais il y a des points de conjoncture qu'il faut prendre en compte. Le nœud gordien a été beaucoup plus. Vous avez vu les 3 ou 4 points de revendication. Premièrement, c'est les primes. Les primes, on les paye.
Aujourd'hui, vous savez, et le trésorier l'a dit hier, le la directeur conférence général de presse. de la comptabilité publique l'a dit à la conférence de presse hier, 5 mois de primes dues. Ce ne sont pas des salaires dus, c'est un mois de primes. Mais monsieur le Au ministre, titre- un mois de primes Attendez. dues, ce sont des agents qui sont au ministère du budget, qui sont du moins dans les ministères et les directions. Je prends par exemple le cas de la douane où vous avez des agents qui ne vivent qu'à travers ces primes-là. Quand vous les devez pour un mois, imaginez la pression qu'ils ont chez eux et vous voulez qu'ils soient en mesure de vous donner un satisfait en ce qui concerne le travail. Je vous le confesse, c'est pour cela que nous créons les conditions pour que la mobilisation soit faite, pour que l'argent rentre. Pour pouvoir les payer et payer les autres, justement. Parce que c'est le seul charge. Donc, je voudrais dire, nous avons eu ces cadres de dialogue. Ce dialogue n'a pas donné beaucoup de fruits. Je vous dis les deuxièmes points de revendication. Le premier, c'était les primes. Les primes vont être payées sous certaines conditions, on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Le rendement. Et deuxièmement, c'était les régularisations administratives. Vous le savez, lorsque le pays est rentré dans sa première crise en 2014, il y a eu le plan de relance et il y a eu le gel. Oui. Le gel pendant les 3 ans. 3 ans. Et le point de réclamation, là, c'était les régularisations administratives. Voilà. C'est un point qui ne concerne pas les régies, qui concerne l'ensemble de l'administration. Donc, nous avons dit aux partenaires que cette situation est en examen et elle a d'ailleurs fait l'objet d'une inscription budgétaire en 2020. Donc elle existe. En raison de la Covid, tout ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est pour cela que le Conseil a entériné cela dans le communiqué final, vous l'avez lu. Bien sûr, les pour la période régularisations administratives 2020-2021. doivent partir progressivement. Voilà. Est-ce que ça sous-entend que fin 2021, à la direction générale de la douane, des impôts, du trésor, ceux qui sont encore en attente de régulation administrative peuvent commencer à nous ferons pour le mieux, manifester de la joie. Nous ferons pour le mieux, mais en tenant compte toujours des capacités de la caisse, de la conjoncture. Monsieur le ministre, moi j'ai une préoccupation parce que dans le décret, on a 2 primes. On a la prime de la performance budgétaire et on a la prime spécifique. La première prime, elle est liée, comme on dit, à la performance budgétaire. S'ils atteignent les objectifs qui ont été fixés dans la loi des finances, des objectifs sur lesquels, je dis, sont adossés l'ensemble des dépenses publiques, ils ont la prime de performance budgétaire. Ces objectifs annuels, la loi des finances est annuelle, je vous l'ai dit, sont mensualisés avec eux. Ah, d'accord. Donc les objectifs sont définis. Sont discutés avec eux. C'est un plan de trésorerie. Vous avez dit, nous avons 2006 comme 2020, le budget 2021. Comment on les répartit? Avec eux, janvier, février. Et donc, à fin janvier, on évalue. Oui. Pour voir ce que vous avez fait. Si ce sera mois par mois. C'est mois par mois. D'accord. La prime reste mensuelle. La PPB, la prime d'incitation à la performance, est mensuelle. Et donc, chaque mois, vous serez payé si l'objectif est atteint. Ça permet à la fois quoi? Ça permet de vous désintéresser. Ça permet également d'appuyer, de payer, de soutenir d'autres politiques publiques de l'État, la santé et autres. Très bien. Voilà. C'est la prime spécifique. Budgétaire. Non. La prime spécifique, c'est travailler plus pour gagner plus. Si vous allez au-delà de ce qui est prévu, des objectifs atteints, là vous avez également une prime spécifique au trimestre. Si on comprend bien. Monsieur le ministre, vous avez Elle est adossée donc sur les dépassements, les recettes excédentaires que vous faites, au-delà de ceux qui sont par fixés. direction ou sur le budget annuel de l'État. Mais tout est sur le budget. Le point de repère, c'est l'objectif budgétaire. D'accord. Vous avez prévu faire 100. Finalement, vous avez fait 150. Donc, l'État consent sur certaines recettes à vous donner une quote-part pour pouvoir vous encourager. Les 2 primes sont des primes à l'incitation. Donc, finalement, on a une rémunération principale et 2 primes qui sont, elles, toutes les 2 adossées à la performance, adossées au rendement, adossées au mérite, finalement.
au mérite collectif. Justement, monsieur le ministre, parlons de ce mérite. Ouais. Vous avez dit l'objectif de ces décrets, c'est promouvoir, récompenser le mérite, Ouais. promouvoir la bonne gouvernance et puis promouvoir aussi la transparence. C'est cela. Quels sont les garde-fous? Vraiment, c'est très important cette question pour moi. Quels sont les garde-fous que vous mettez en place pour être sûr que chaque employé qui bénéficiera de cette prime la méritera véritablement? Au-delà des problèmes que Mosley évoquait, il y a aussi des situations où, parce que je suis chef de service et que j'ai ma team, ça existe dans les ministères, monsieur le ministre, vous savez, j'ai ma team que je protège, mais ils vont toujours bénéficier de ces primes-là, même si ils ne viennent pas au travail, je vais toujours les couvrir, même s'ils ne produisent pas en fait le résultat qu'ils sont censés produire. Ce qui va encore créer la frustration des autres employés qui le voient, et donc ils vont encore nous conduire à la case grève. Quels sont les garde-fous? D'abord, il faut réactiver les inspections de ces directions générales. Chacune de ces directions générales. Est-ce que vous allez le faire? À une inspection de service. L'inspection de service, c'est pour vérifier tout cela qui est dans les services. La Direction générale des impôts, dans son dernier décret, vient de créer une inspection de services. Le Trésor, l'inspection de services ne vérifie pas que l'argent, ça vérifie le fonctionnement du service. La Direction générale du Trésor a une inspection de services. Le ministère de l'économie a une inspection générale de services. Le ministère du budget a une inspection générale de services. Ces inspections générales de services sont aussi là pour appuyer, pour encadrer, pour vérifier si le travail fait par les administratifs est fait dans les règles de l'art. Là, vous parlez des questions individuelles. Il faut qu'on vérifie, il faut qu'on s'assure, il faut qu'on commence à faire fonctionner ces inspections. Monsieur le ministre, il y a quand même que, quand on regarde, il y a un problème de sérénité quand même au niveau des régies financières, parce que au-delà de ce qui est proposé dans ce qui concerne le cadre juridique, les syndicalistes, d'ailleurs j'ai lu un commentaire de M. Osialas qui est responsable d'un des syndicats, qui indiquait que malgré la mise en place de cette nouvelle organisation juridique, il y a quand même il y aura toujours des manifestations en rapport avec le climat social au niveau des régies financières. Le climat social porte sur, comme on a dit généralement, des revendications précises. Je vous cite ce que... Voilà. On a dit l'harmonisation des grilles administratives. On a parlé des primes. Les primes, ils seront payés sur la base de la nouvelle grille. Ça, c'est les primes à venir. Le dû, il va être payé au titre de la performance, donc le mois qui était dû. Et s'il est dû, également au titre de la spécifique, on verra avec eux comment apurer l'antérieur. Après, il faut partir sur ces bases. Il faut mettre les verrous, il faut encadrer, il faut surveiller, il faut mettre le dispositif de contrôle. Et comme on a dit, au début, il y a deux choses. La performance va compter, le résultat, ça c'est facile à vérifier, c'est des chiffres. Voilà. Le deuxième qui va se mettre progressivement, le deuxième dispositif, c'est celui sur l'évaluation individuelle. Il ne sera pas fait le premier mois là, il va commencer, les indicateurs vont être mis, les services vont travailler pour voir progressivement comment cela peut se passer. Mais je pense que le premier élément, le tout premier, comme je l'ai dit, c'est au moins la présence. Ça, on ne triche pas, vous n'êtes pas là, c'est connu. Il y a des voies de recours administratifs et on sait qu'il est là, il n'est jamais là, et ça, c'est connu. La subjectivité dont vous faites état, elle vient souvent de l'appréciation de la performance individuelle. Tel travail, tel autre, voilà. Là, il faut mettre du temps pour asseoir les critères objectifs. Voilà. Monsieur le ministre, on et espère. donc, le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'harmonisation des grilles. Sur l'harmonisation des grilles, les 4 régies veulent avoir des grilles identiques. Mais vous savez que c'est des spécificités. Le douanier n'est pas le comptable n'est pas celui des impôts. Ils n'ont même pas les mêmes appellations. Là-bas, c'est des fondés de pouvoir, c'est des caissiers, ailleurs, c'est des magasiniers. C'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas arriver à une harmonisation, voilà. Dans les grandes lignes, oui. Éviter des grands écarts, oui. Mais on ne peut pas réussir à harmoniser parce que ce n'est pas la même spécificité, ce n'est pas les mêmes métiers. D'accord.
Le douanier va en mer, il sait risque voilà, pour aller vérifier les cargaisons, les bateaux, les conteneurs. Voilà. Le trésorier, il a une responsabilité de caisse qui doit être rémunérée parce qu'en cas de déficit, il paye, mais s'il gère bien sa caisse aussi, il doit avoir. Donc, ce n'est pas le même métier. C'est là donc un problème, ça fait partie des points de négociation pour voir les directeurs généraux, pour voir ensemble comment tous ces points peuvent être évacués. Le troisième point, je vous l'ai dit, c'est les régularisations administratives. Il est levé. Le quatrième point, le premier, c'était le décret. Les décrets sont là. Même si les règles du jeu ont été reprécisées un tout petit peu. Et le dernier, c'était la question de l'audit. Mais comme on vous a dit, les audits pointaient quoi? Pointaient les absences. Pointaient les gens qui étaient payés à tort. C'est l'occasion pour eux d'assainir leurs fichiers dans toutes les directions générales. Et ces audits sont terminés. Donc tous les points passés en revue, la grève, du coup, s'achève. Après, il faut garder le cadre de négociation. La négociation, c'est un élément, c'est pas une faiblesse, c'est un élément de progrès social. Voilà. Tant qu'il y a des hommes, tant qu'il y a des administratifs, il y a toujours des difficultés, il y a des conditions de travail. Voilà, ça ne suffit pas parce qu'après, en ayant fixé ces objectifs, il faut également leur donner les moyens de travailler. Et c'est ce qui va pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. Mais tout ça, le dialogue doit être permanent. On ne peut pas dire que, maintenant qu'on a réglé un problème en tenté, il ne se passera plus rien. Non, ils doivent discuter permanemment, à tous les niveaux, et ne venir au niveau ministériel que lorsqu'ils ont épuisé les discussions à l'intérieur. Et si les ministres aussi, à ce niveau, n'arrivent pas à régler, ça va chez le Premier ministre. À ce jour, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un retour des partenaires sociaux? À ce jour, est-ce que vous avez un retour des partenaires sociaux? À la suite de la communication du Conseil des ministres. Je pense que la communication a été... Le Conseil des ministres, c'est avant-hier. Vendredi. La communication a été faite hier. Aujourd'hui, on est à lundi. Les directeurs généraux vont maintenant répartir dans leur direction générale, échanger, informer les partenaires sociaux des décisions qui ont été prises par le gouvernement et de la volonté du gouvernement de pouvoir faire avancer, améliorer le climat social. Monsieur le ministre, le décret rentre en application quand? Dès sa publication. D'accord. Donc on peut le considérer comme actif. Dès aujourd'hui. Vous attendez les résultats de cette initiative à peu près dans combien de temps? Avoir des agents performants dans vos directions générales, dans vos services, dans les régies financières. Le premier enjeu pour eux, c'est de permettre que ce qu'ils ont prévu dans la loi des finances 2020 soit atteint. Je pense que, je l'ai dit hier, c'est des directions qui sont dotées d'un personnel compétent. Je reviens de cette direction, je sais, d'un haut niveau d'engagement. Ils ont les moyens. Je crois que si on met à leur disposition les moyens de fonctionnement pour atteindre ces objectifs qui sont discutés encore une fois avec eux. La base vient d'eux. C'est eux qui font les prévisions et qui amènent pour discussion. Voilà. Les prévisions ne sont pas faites par les ministres, c'est fait par eux. Ce sont les techniciens, monsieur le ministre. Ce sont les techniciens. Donc, c'est discuter avec eux et nous sommes en train de dire, faisons en sorte que dans un contexte difficile, où il y a une baisse des ressources, dans un contexte économique et financier difficile, faisons en sorte que la mobilisation soit optimale, que les ressources rentrent et que nous puissions à la fois payer les primes des agents et pouvoir soutenir les politiques publiques qui profitent à l'ensemble. Est-ce que vous avez quand dernière même question, Mosley, dernière question. Là, je vais aller rapidement avec deux volets. Non, un seul. Le temps qui nous est imparti est terminé. Le premier volet, est-ce que vous avez réussi à ce jour à faire une évaluation chiffrée des 4 mois de grève, des pertes en 4 mois de grève? Première chose. Est-ce que ça coûte à l'État? Voilà. Je reprends parce que je l'ai dit à la conférence de presse hier. Aujourd'hui, la douane, dans la loi de finances, ça fait une prévision de 242 milliards à peu près dans l'année. Si vous la ramenez au mois, c'est 61 milliards le mois. Si vous le ramenez au jour, c'est 2 milliards à peu près. Voilà. Même si ça c'est de moyenne, une indication comme ça. Même si ça ne se fait pas comme ça se fait selon le calendrier fiscal. Les impôts, c'est 263, donc 21.
21 milliards, 263 à l'année, milliards, 21 au mois et 731 millions par jour. Donc, quand on dit perte 2 milliards par mois, 731 par jour, on prend ce niveau, on divise par on dit voilà le niveau moyen qui doit rentrer. Je pense qu'il est attendu à peu près 83 milliards chaque mois pour les deux administrations, les deux grandes administrations. Voilà. Donc, les gens évaluent le nombre de jours non travaillés et on peut trouver multiplient par le gap. voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces administrations, aujourd'hui, je l'ai dit, sur la base de ces observations, sur la base de ces prévisions, aujourd'hui, il n'y a que 85% de ces ressources sont rentrées. Et c'est pour cela que je suis fondé à penser que si ce texte-là passe, si les éléments de fonctionnement, d'appui au fonctionnement sont donnés à ces administrations, si nous réglons la question de la valorisation des ressources humaines au travers la prise en compte, vous disiez, il y a des gens qui sont en pré-salaire, qui sont qui rien, ne vivent que sur la prime, base des primes. Si nous régler, parce que le gros problème en réalité, c'est pas eux, ceux-là, ils sont pas nombreux. À la douane, je pense que ça faisait 36 millions le mois. C'est pas eux, c'est tout ce qui sont sortis des écoles, tout ce qui sont là depuis, tout ce qui n'arrive pas à être intégré. Donc c'est régularisation administrative. Aujourd'hui, tout ça c'est ouvert. Je pense que si le dialogue est maintenu, comme nous le disons, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas atteindre l'objectif annuel qui est fixé et peut-être même aller au-delà. Dernier volet de ma question, monsieur le ministre, il y a quand même aujourd'hui... Mais vous savez pourquoi on arrive, ils ont pu faire... Dernière question pourquoi ils ont pu faire 85% Non. malgré les grèves? Dites-nous. C'est parce qu'en réalité, l'impôt au Gabon, il faut le savoir, il est déclaratif. C'est-à-dire, c'est le contribuable qui auto-liquide, déclare, auto-liquide et paie spontanément. Ça veut dire 90% de l'impôt peuvent être payés spontanément. Sans collecte. Non, sans qu'on mobilise le personnel. 90%, c'est parce notre qu'il y a une système qui est volonté comme ça. des opérateurs aller, du moins du contribuable donc, aller. Donc, à partir de là, il faut mettre, et c'est ce que les impôts ont fait, le système e-tax qui permet aux gens d'avoir des postes chez eux pour pouvoir payer, déclarer, télépayer en ligne. D'accord. Et c'est pour cela que malgré les études, non pas que le personnel, il est utile pour aller faire les contrôles fiscaux, pour mobiliser les 10-15% restants, ou les 20% restants. Mais il faut faire en sorte que beaucoup payent de façon spontanée, comme les textes le disent. Il faut digitaliser l'administration. Il faut digitaliser. Et c'est là l'orientation forte du chef de l'État. Digitaliser. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté. Non. S'il te plaît, on a terminé. Rapidement. La dernière. C'est une dernière question qui est importante parce que quand même, aujourd'hui, ça fait le chou gras de la presse. Monsieur le ministre, votre département est quand même mis au devant de la scène avec l'audit de la task force sur la dette intérieure. Et on avance des complicités entre les opérateurs et la haute administration, sinon les membres de votre haute administration, ce qui sous-entend les directeurs généraux ou autres hauts cadres. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette question? Vous savez, il y a, je pense, une année, ou un peu plus d'une année, un rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des investissements au Gabon avait révélé que 80% de nos dépenses sont passées de gré à gré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas d'appel à la concurrence. Ça, c'est le rapport des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, la task force est en train de confirmer ces observations pertinentes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, et j'ai vu que le porte-parole est passé sur ça. Il est passé ici la semaine dernière. Il y a la phase administrative, il y a la certification des créances. La certification des créances, elle est faite par tout le monde, elle est faite par tous les ministères sectoriels. Ce n'est pas les finances qui prennent les factures de l'éducation nationale, les factures de quoi vont certifier. Non, c'est toute l'administration. Il faut vérifier
Là, c'est la matérialisation, la matérialité du service fait. Est-ce que le service est véritablement fait? La phase administrative, on l'a entendu, a été faite par Deloitte. Est-ce qu'il y a tous les documents? Mais la certification des services faits, c'est celle-là qui est vérifiée. Est-ce que le travail est fait? Est-ce que... Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, on les laisse aller au bout de la procédure. On attend les conclusions de la procédure. Je pense que les travaux ont bien avancé, on attend les conclusions. Mais c'est surtout mettre les garde-fous pour que ces types de comportement déviant, monsieur, il faut le dire. Ne se répètent plus. Mais ça concerne à quoi? Ça concerne à la fois, pas seulement comme on l'a vu, à mobiliser les ressources. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est l'accent qui est mis sur la mobilisation. Mais après, il faut renforcer le contrôle de la dépense. Le contrôle de la dépense est l'une des aspérités de notre politique budgétaire. Il faut la renforcer et c'est pour cela que la Direction générale des marchés publics a été réactivée pour pouvoir faire en sorte qu'un certain nombre de dépenses donnent lieu à des appels à la concurrence. C'est pour cela que le gouvernement vient de créer sous la haute direction, la très haute direction du chef de l'État, la Direction générale des audits et des vérifications et des audits. Oui. Donc tout ça, c'est des éléments qui concourent à faire en sorte que le contrôle administratif soit renforcé. Mais en réalité, avant, il faut faire en sorte que la dépense, que ce soit la vraie dépense qui soit payée, mieux la programmer, mieux la vérifier, mieux la payer. Très bien. Voilà. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je rappelais qu'on recevait le ministre du Budget et des Comptes Publics, monsieur Sostène Osungu Dibangoy. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans notre émission. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est moi. Stop Fresh Morning.